Bien, mes chers collègues, mesdames et messieurs, nous poursuivons ce matin les travaux de notre mission d'information intitulée « Création, diffusion et acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture ». Nous recevons ce matin M. Jean-Philippe Mochon, président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et intellectuelle, et Mme Alexandra Bensamoun, professeure des universités, qui a présidé une mission relative à la mise en œuvre du règlement européen sur l'intelligence artificielle, ainsi qu'une mission sur la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'IA. Excusez-moi. Notre mission d'information ne se limite pas au droit d'auteur, qui a déjà fait l'objet de nombreuses discussions dans cette enceinte, ainsi qu'au Sénat et à Bruxelles, sans qu'une solution satisfaisante puisse être trouvée pour les ayants droit. Nous nous intéressons à l'impact des systèmes d'intelligence artificielle générative sur le monde de la culture, sur les professions culturelles, sur les habitudes du public, etc. Demain, nous nous intéresserons également aux conséquences de l'IA sur le système éducatif. Toutefois, nous avons tenu à vous entendre afin de recueillir votre point de vue sur certaines problématiques en lien avec le droit d'auteur, le rapport de force entre les ayants droit et les fournisseurs des systèmes d'IA semblant très déséquilibré. Ces fournisseurs, les plateformes donc, s'appuient sur une disposition de la directive de 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins qui a aménagé une exception au droit d'auteur au titre de la fouille de textes et de données, dite exception TDM. Dans votre rapport de juin 25, vous suggérez très fortement que cette exception ne peut pas s'appliquer à l'entraînement des systèmes d'IA générative pour plusieurs raisons. Pouvez-vous revenir sur ces raisons ? L'article 53 du règlement européen sur l'intelligence artificielle n'a-t-il pas tranché le débat en renvoyant à cette exception ? Une question préjudicielle hongroise devrait être examinée par la Cour de justice de l'Union européenne au cours de l'année. Qu'en attendez-vous ? Enfin, la mécanique de l'exception TDM suppose la mise en place par les ayants droit d'une formalité préalable pour s'opposer à l'exploitation de leurs œuvres. C'est ce que l'on appelle le droit d'opposition ou opt-out. Ce mécanisme n'est-il pas contraire à la Convention de Berne qui stipule que la jouissance et le bénéfice du droit d'auteur ne doivent s'accompagner précisément d'aucune formalité préalable ? Par ailleurs, l'effectivité de l'opt-out ne semble en rien garantie. Avez-vous des propositions à formuler pour l'améliorer ? Un registre européen serait-il utile ? En outre, la question de la transparence des données utilisées par les fournisseurs d'IA pour entraîner leurs modèles est centrale, les créateurs étant en droit de savoir si leurs œuvres ont été exploitées sans autorisation ou en méconnaissance de leur opposition. La Commission européenne a publié en juillet 25 un modèle de résumé suffisamment détaillé comme prévu par le règlement européen. Les garanties prévues seraient très insuffisantes pour les ayants droit qui ont exprimé leur colère. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Enfin, en décembre dernier, 6 sénateurs ont déposé une proposition de loi relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle. Celle-ci s'inspire de votre préconisation. Vous paraît-elle satisfaisante en l'état ? Identifiez-vous de potentielles difficultés d'articulation avec le droit de l'Union européenne ? Je vous cède donc d'abord la parole pour un propos liminaire d'à peu près 10 minutes à quart d'heure. Nous avons 45 minutes ensemble. Ensuite, Mme Calvez, rapporteure, vous posera la question qu'elle a préparée à votre attention. Donc, pour prendre la parole, vous appuyez sur le bouton qui est en face de vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour votre accueil ce matin. Je commence ce propos avant de céder la parole à la professeure Bensamoun. Deux mots d'abord. Le CSPLA, c'est l'instance, j'ai l'habitude de dire, c'est à la fois un peu, alors dans ces murs, ça me fait sourire de le dire, c'est un peu le Parlement du droit d'auteur, et en même temps, c'est un think tank qui est là pour réfléchir à toutes les questions d'avenir. Pourquoi Parlement du droit d'auteur ? Parce que quand on se réunit, on est plus de 80 dans la salle, l'ensemble des organisations françaises qui sont intéressées par le développement du droit d'auteur, la politique du droit d'auteur. Avec deux orientations principales dans son histoire, la veille sur les développements technologiques et l'influence dans les débats européens. C'est vraiment pour ça que le droit d'auteur existe. Et évidemment, aujourd'hui, quand on parle de veille, quand on parle d'Europe, il est bien évident que l'intelligence artificielle est au cœur de nos sujets. Et pourquoi c'est utile de travailler sur le sujet dans une instance comme le CSPLA ? Parce que je crois que souvent, le débat intelligence artificielle et droit d'auteur est réduit à un débat de court terme entre, pour le dire vite, tenants de la tech et tenants de la culture. Or, c'est pas du tout ça le sujet. Le
sujet, c'est de dépasser un séisme. On est encore aujourd'hui, on est à peine sorti de l'état de sidération qui a frappé tout ce secteur avec l'apparition grand public de ChatGPT. Et il faut reconstruire, il y a des équilibres à reconstruire. Ils se construisent sur le court terme, évidemment, et les débats, y compris les débats entre les administrations et les ministères sur les positions à prendre sont absolument essentiels. Mais ils se construisent aussi dans le long terme. Ils se construisent en France, mais ils se construisent aussi en Europe et dans le monde. Les grandes forces qui orientent ce débat, c'est bien évidemment les procès aux États-Unis, la nécessité de sécurisation d'un modèle économique par les firmes de la tech, la réinvention des acteurs de la culture. Et tout ça, ce sont des choses qui ne se tranchent pas en 1 an, 2 ans, mais dans 10 ans, dans 15 ans, on verra ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on travaille au CSPLA. Et on travaille dans une approche multiple, pluraliste, en multipliant les angles, parce qu'on doit réinventer tout ça à travers plusieurs rapports. Et la professeure Bensamoun y a joué un rôle absolument essentiel. On va parler aujourd'hui de ses travaux sur la transparence et la rémunération. Mais on a également d'autres missions en stock, on a d'autres lancées, on a d'autres en projet. Enfin, il faut aborder ce sujet central. Pour dire un mot des missions autres que celles dont on va parler pour l'essentiel aujourd'hui avec la professeure Bensamoun, en même temps qu'on parle de la transparence, de la rémunération. Il faut également parler de l'avenir des droits en cause dans l'usage des systèmes d'IA. Et c'est pour ça qu'on a aussi une mission sur les hypertrucages. On essaie d'éviter l'anglicisme, enfin les deepfakes. Et il est évident qu'on a là un débat d'actualité absolue, encore ces jours-ci, mais on a aussi un débat international. Je pense par exemple au projet de législation au Danemark pour protéger la voix et l'image des personnes. Voilà, il faut que la France, pays qui aime à se voir comme pays du droit d'auteur, elle soit aux avant-postes de cette réflexion-là, de ces réflexions multiples. Je parlais des hypertrucages, mais c'est pas bien sûr le seul des débats encore en cours. Alexandra vous parlera tout à l'heure des travaux qu'elle a engagés sur le statut juridique des productions des systèmes d'IA, en bon anglais, les outputs. Et puis, c'est pas le seul sujet. Vous commenciez dans votre introduction si riche, vous commenciez effectivement en nous interrogeant, en portant le fer tout de suite, là où c'est chaud, sur la question du TDM, de l'exception prévue par l'article 4 de la directive européenne, etc. Tout ça, c'est des sujets qu'on n'a pas ouvert aujourd'hui au CSPLA, et on vous expliquera pourquoi. On a travaillé dans l'état actuel du droit, mais comme je le disais, bien évidemment, les sujets dont on discute aujourd'hui sont des sujets de long terme, des sujets internationaux. Fondamentalement, on voit qu'on a un débat qui se fait aux États-Unis sous le prisme de l'exception de fair use. Il se trouve qu'en Europe, c'est sous le prisme de l'exception de TDM que la question s'est posée, avec des tas de questions, c'est compliqué. Enfin, vous le disiez vous-même, est-ce que vraiment c'est du TDM? Est-ce que même le TDM, s'il était interprété comme ça, il serait conforme au cadre international? Est-ce que cet opt-out, c'est pas une vaste fumisterie? Enfin bon, voilà, beaucoup de questions. Mais je crois qu'aujourd'hui, en l'état actuel du droit, c'est central dans notre réflexion. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'un jour ou l'autre, il ne faudra pas... que de toute façon, cette réflexion-là, elle devra se poursuivre. Et elle se poursuivra, en tout cas, en ce qui concerne le CSPLA, pour terminer, avant de passer la parole à Alexandra, elle se poursuivra dans la concertation avec l'ensemble des acteurs, et c'est ça qui a marqué les travaux récents, y compris sur la rémunération, et elle se poursuivra dans l'attention aux débats mondiaux et aux débats européens. Un mot. Bien évidemment, la réflexion qu'on a au CSPLA, c'est central de se brancher sur le débat européen et dernièrement au Parlement européen sur le rapport adopté en commission d'affaires juridiques avec le député Axel Voss et un certain nombre de ses collègues. Et moi, je trouve tout à fait passionnant et essentiel de voir que le rapport de M. Voss, finalement, il rejoint
beaucoup de choses qu'on peut penser en France, qu'on peut penser, y compris au CSPLA, à la fois sur les ambitions pour l'ordre d'auteur et puis sur les instruments mobilisés. Donc voilà, c'est pour ça qu'en tout cas le CSPLA existe, pour multiplier les approches, pour faire travailler les experts, pour aider à se projeter vers l'avenir, en dépassant ce débat de trop court terme qui est trop facile de dire « Oh, le sujet est compliqué, c'est un sujet fondamentalement sur lequel les enjeux de compétitivité doivent être regardés uniquement à l'aune de la facilitation pour les acteurs de la tech ». Non, il faut tenir compte de l'ensemble des forces de la France et il faut se dresser un cap. C'était le cap de la mission rémunération avec cet objectif du développement des marchés de licence, et avec l'ensemble des outils qui ont été présentés dans le rapport rémunération, et on va continuer dans cette orientation-là. Madame la professeure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure, pour votre invitation. Je vais suivre un peu le plan que vous m'avez proposé. Je vais, en répondant aux différentes interrogations. D'abord, peut-être sur l'article 4, en effet, vous soulignez que certains considèrent que cet article ne peut pas s'appliquer, ce qui est évident, et nous étions dans la discussion sur la directive en 2019, ce qui est évident, c'est que personne n'avait conscience de l'usage de cette exception à l'époque. Ça, c'est tout à fait évident. C'est une exception qui est apparue par amendement, qui a été beaucoup moins réfléchie et discuté que l'article 3, qui est son pendant, mais dans l'environnement académique, et qui est très accepté, qui était très attendu par la recherche publique notamment. Et donc, on va dire que cette disposition, nous n'avions pas la conscience qu'elle serait utilisée pour cela. Cela n'implique pas qu'elle ne s'applique pas à cette hypothèse, parce que le droit a cette capacité de souplesse, de malléabilité qui lui permet de s'adapter aux nouveaux enjeux et aux nouvelles technologies. C'est vrai que la disposition est finalement rédigée de manière assez large. Donc, après, est-ce que ça s'applique vraiment ou pas? Il me semble qu'ici, il y a une décision un petit peu politique. Je m'intéresserai uniquement aux enjeux juridiques pour ma part. Juridiquement, on peut douter que les conditions d'accès, de bénéfice de cette exception soient remplies. Deux conditions sont exigées. La première, c'est l'accès licite aux sources. La seconde, c'est le respect de l'opt-out, comme vous l'avez dit, la clause de réservation de la part des titulaires de droit. Sur l'accès licite, je crois que désormais, les choses sont un petit peu cadrées, notamment grâce aux contentieux qui ont lieu aux États-Unis. La plupart des fournisseurs d'IA s'entraînent sur des librairies clandestines, réunies dans The Pile notamment, également récupèrent des contenus sur le net alors que l'opt-out est exercé et continue quand même à scraper des contenus alors que ça n'est pas autorisé, alors que parfois même robot.txt est utilisé. Et on sait que dans le Code of Practice, robot.txt est un des référents justement pour empêcher, pour exprimer son opt-out, même si ça ne peut pas être le seul de manière évidente. Donc la condition d'accès licite est fortement compromise, et c'est aussi ce qu'on semble identifier dans les contentieux aux États-Unis, où les juges semblent indiquer qu'il sera difficile d'obtenir l'exception de fair use lorsqu'on utilise des librairies clandestines, des shadow libraries, et qu'on importe ces contenus pour créer des librairies, des bases d'entraînement, pardon. Donc la première condition me semble compromise. La seconde également, l'opt-out, Monsieur le Président, président du CSPLA nous l'a dit, est-ce que c'est pas un doux rêve, cet opt-out? De quoi parle-t-on exactement? Il n'existe pas de standardisation. L'opt-out est clairement contourné, on l'a vu dans la presse très récemment, c'est-à-dire qu'il y a parfois la balise robot.txt qui est présente, et on prend quand même des contenus. Donc voilà, on sait aussi que
Robot.txt n'est pas nécessairement le meilleur outil parce qu'il a été fait pour le référencement, il n'a pas été fait pour exprimer un opt-out. Et pour autant, on a eu l'occasion d'entendre notamment le pérenne. On n'a pas pour le moment d'outils qui nous permettraient d'exercer cet opt-out. Les titulaires de droit ne sont pas à l'origine de toutes les mises en ligne. Comment pourraient-ils s'assurer que l'opt-out est respecté? C'est juste, j'ai envie de dire, matériellement, ça me semble complètement impossible. Alors, est-ce que le registre permettrait d'apporter des solutions? Pardon, mais ça me semble quelque chose de très ambitieux et de très dangereux, parce que quelles seraient les conséquences d'une erreur, d'un oubli? Devrait-on considérer que l'inscription dans ce registre est une autorisation, est une interdiction? Dans un cas comme dans l'autre, porte-t-on atteinte à l'interdiction des formalités préalables que vous avez rappelé vous-même? La Convention de Berne nous interdit de mettre en place des formalités préalables pour accéder à la protection du droit d'auteur. Donc tout ça me semble... Et pour cause, encore une fois, je rappelle, cet article 4 n'a pas été réfléchi comme l'article 3. Son régime n'est pas du tout aussi abouti que l'article 3. Et donc peut-être que certains, à l'époque, connaissaient l'avenir de l'article 4, mais... Nous qui nous intéressions, au fond, on ne le connaissait pas et peut-être qu'on n'a pas eu un regard à l'époque suffisamment prospectif sur cet article. Et donc, je ne sais pas si cet article, en l'état, pourrait s'appliquer à cette opération. Je n'ai pas, très humblement, je ne le déciderai pas, je ne fais qu'émettre des doutes. La Cour de justice est saisie de cette question. Est-ce que la Cour de justice répondra de manière définitive? Je n'en suis même pas assurée, parce que la manière dont étaient posées les questions ne lui permettront peut-être pas de cerner complètement ce sujet-là. Je crois que le sujet est un sujet éminemment politique. Voilà. J'ajouterais sur cet article 4 que même si on arrivait à imaginer que toutes les conditions précédentes étaient bien remplies, ce dont, comme vous l'avez compris, je doute nécessairement, on devrait s'interroger pour voir si cet article, en l'état, dans l'usage qui en est fait, c'est-à-dire entraînement avec des données massives qui sont protégées par le droit d'auteur et les droits voisins, eh bien, respecte le test en 3 étapes. Et là encore, eh bien, on peut avoir quelques doutes, et notamment quelques orientations dans les contentieux américains où le juge, justement, met en garde contre la violation de la 4e étape chez eux du fair use et chez nous de la 2e étape du test en 3 étapes. D'ailleurs, c'était aussi la position de l'US Copyright Office quand Shira Perlmutter a rendu son pré-rapport sur ce sujet de l'entraînement des modèles et de la possibilité d'invoquer le fair use. Donc tout ça, on le voit, offre une situation d'insécurité juridique assez problématique. Plus de 80 contentieux en cours aux États-Unis, plus de 100 contentieux dans le monde, sur cette même question de l'utilisation des contenus culturels protégés par le droit par les fournisseurs d'intelligence artificielle. J'ai bien conscience, de ne pas apporter de réponse à votre première question, mais de participer un peu à la confusion sur ce sujet. Sur la deuxième question, sur la transparence, l'expression même utilisée dans le règlement sur l'intelligence artificielle, ce résumé suffisamment détaillé, porte les stigmates du lobbying qui a été exercé sur ce texte. Comment avoir utilisé une expression aussi oxymorique pour décrire une réalité qui est être transparent? Un résumé pas détaillé, suffisamment détaillé. Donc évidemment, le sujet impliquait qu'on se penche à nouveau sur le contenu d'une telle expression. C'est ce que nous avons fait au CSPLA sur le premier rapport sur la mise en œuvre du règlement sur l'intelligence artificielle. Dans ce rapport, il est proposé
une interprétation ambitieuse, mais juridiquement étayée de cette expression et qu'on a résumée avec le rapporteur Lionel Ferreira par une expression un peu qui a fait parler, une expression culinaire. On a dit tous les ingrédients, mais pas la recette. Tous les ingrédients, c'est-à-dire vous devez donner l'ensemble des éléments qui sont utilisés, qui sont protégés, qui sont réservés, mais évidemment, il ne s'agit pas de révéler les méthodes de filtrage, de tokenisation, qui relèvent en effet du secret des affaires et qui sont un avantage compétitif important pour les entreprises. Ce n'est pas la position qui a été retenue par le Bureau de l'intelligence artificielle dans son template, dans son canevas, son modèle de transparence, qui a plutôt retenu un pourcentage. Alors il faudrait donner 10% des contenus les plus utilisés, des bases les plus utilisées. J'avoue que ça me laisse assez perplexe. Pourquoi 10, pourquoi pas 20, pourquoi 12 ? Enfin, je ne comprends pas cette marge. Et puis par ailleurs, je rappellerai juste le considérant 107 du règlement. À quoi sert cette disposition ? Le considérant 107 nous dit que cela sert à aider à la restauration de l'effectivité des droits. En l'état, ce template ne permet pas aux titulaires de droits de savoir si leurs contenus ont été utilisés ou pas. Ce qui me fait dire que l'objectif législatif ici n'est pas atteint par ce template, cette traduction opérationnelle de l'ordre légal. Quelques mots ensuite sur la proposition de loi. Cette proposition de loi, je considère qu'elle n'est pas une réaction nationaliste, française, au cadre européen, pas du tout. Elle est au contraire son exécution loyale du cadre européen. Elle est son exécution loyale pour différentes raisons. D'abord, quel constat peut-on porter en l'absence d'une transparence poussée ? Eh bien, le constat, c'est que les titulaires de droits voient leurs droits confisqués, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas agir, donc on leur a confisqué, on a paralysé le droit au recours qui est un droit fondamental, protégé par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, protégé par toutes les conventions internationales. Donc on ne peut pas agir. On n'a pas accès à un tribunal pour faire respecter un droit subjectif qui est pourtant un droit fondamental, qui est protégé par tous les corpus normatifs fondamentaux. Et puis, ce droit, justement, dont on ne peut assurer la protection, est lui-même un droit fondamental. C'est le droit de propriété. La Charte des droits fondamentaux nous le dit. Article 17.1, le droit de propriété. 17.2, le droit de propriété intellectuelle. Donc, nous sommes là dans le champ des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux ne peuvent pas être effectifs dans ce cadre. Alors, comment faire pour restaurer l'effectivité d'un droit qui, s'il n'est pas effectif, reste une coquille vide ? C'est bien, c'est une déclaration de principe, mais c'est une coquille vide, un droit non effectif. Là, le Sénat a déposé une proposition de loi. Vous l'avez dit, c'est une proposition qu'on avait fait avec Julie Grove-Charrier dans ce rapport sur la rémunération des contenus culturels. Rapport juridique, parce que je veux dire qu'il y avait également un rapport économique, une analyse économique qui était assurée par la professeure Farchi. Donc on a fait cette proposition pour restaurer l'effectivité des droits d'une présomption d'exploitation des contenus culturels utilisés par les intelligences artificielles. Alors, il faut d'abord comprendre ce qu'est une présomption pour éviter de se fourvoyer dans des affirmations qui sont inexactes. La présomption n'est qu'un déplacement de l'objet de la preuve. C'est-à-dire que vous n'inversez pas la charge de la preuve, vous déplacez l'objet de la preuve. Au lieu de prouver un fait qu'il n'est pas possible de prouver, par exemple, ici, l'exploitation par le fournisseur d'IA d'un contenu culturel, il est quasiment impossible de le prouver parce qu'il faudrait ouvrir le capot, rentrer chez le fournisseur d'IA, lui dire « Tenez, donnez-moi la liste » et justement, on vient de voir que le template ne le permet pas. Et donc, on va, au lieu de prouver ce fait, qui est une preuve quasi diabolique, comme on dit, eh bien, on va prouver un fait annexe, plus facile à prouver, mais qui rend vraisemblable
le fait principal. Je vais vous donner l'exemple qu'on donne toujours à nos étudiants. Le mari de la mère est le père de l'enfant. Je vais prouver que c'est le mari de la mère et je vais en déduire que c'est le père de l'enfant. Ici, je vais prouver des faits, des indices de vraisemblance, c'est-à-dire une génération à la manière d'eux, une mémorisation des contenus par le fournisseur, par le modèle d'IA, des aveux qui sont faits dans des procédures américaines où, en effet, un certain nombre de fournisseurs d'IA affirment, parce qu'ils y sont contraints par la procédure américaine, qu'ils se sont entraînés sur telle et telle base d'entraînement qui contiennent des ouvrages piratés. Donc voilà, un certain nombre d'indices qui peuvent déclencher le fait principal. Cette présomption et donc ce déplacement de l'objet de la preuve fait que, en effet, puisqu'on aura présumé, si on a montré le fait annexe, le fait secondaire, si on l'a démontré, eh bien, fait qu'on aura présumé l'exploitation. Cela a pour conséquence que le fournisseur d'IA devra rapporter la preuve qu'il n'a pas exploité le contenu en cause. Alors, j'entends qu'on me répond que cette présomption, et je veux ici saluer le travail des sénateurs, parce que c'est très courageux de s'engager dans un tel mécanisme en ce moment, qui n'est sans doute pas, c'est sans doute pas le sujet principal. Eh bien, cette présomption, on me dit, à nouveau, on inverse, cette inversion finalement, comme conséquence de la charge de la preuve, fait peser sur le fournisseur d'IA une preuve impossible. Alors, les sénateurs, je crois, dans l'exposé des motifs, ont écrit qu'il serait quand même assez incroyable de répondre cela, puisque ça voudrait dire que ces professionnels de la donnée ne sont pas en capacité d'avoir une maîtrise de la donnée qui est... Mais ça, c'est un argument peut-être opérationnel, mais juridiquement. Juridiquement, ces opérateurs réalisent cet entraînement sous le couvert, selon eux, du bénéfice de l'exception fouille de texte et de données. Cette exception fouille de texte et de données, comme on l'a dit, est soumise à deux conditions. L'accès licite, le respect de l'opt-out. Comment font-ils pour savoir qu'ils respectent les conditions de l'exception de fouille de texte et de données, en particulier l'accès licite, s'il est impossible pour eux de savoir les données qu'ils utilisent? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas invoquer le bénéfice de l'exception. Donc je veux dire, je crois qu'on est un peu à un tournant où il importe de poser peut-être le discours d'une autre manière pour commencer à entrer en dialogue et peut-être créer un marché. Voilà, et je crois que ça, c'est l'essentiel. Vous avez parlé également de est-ce que cette présomption pourrait s'accorder avec le droit européen, son articulation avec le droit européen. Je le crois. Je crois que cette présomption a d'ailleurs même un double ancrage en droit européen. Le premier, ce serait un ancrage de droit commun processuel, droit commun procédural. C'est un instrument de procédure, ce n'est pas un instrument de droit substantiel. Cette présomption n'ajoute pas des droits au droit européen. C'est uniquement de la procédure. Et d'ailleurs, on a beaucoup de présomptions en droit d'auteur. Donc, on connaît bien le mécanisme. Le droit commun procédural, c'est la Cour de justice elle-même qui nous l'a dit. Il y a un principe d'autonomie procédurale des États membres lorsque les droits qui font partie de l'acquis communautaire ne sont pas effectifs. Et ça a été jugé également sur le terrain du droit de la preuve. Donc, la Cour de justice a validé ce type de démarche. Et par ailleurs, je m'appuierai également sur le droit spécial procédural, c'est-à-dire la directive 2004-48, directive respect des droits, qui est une directive transversale sur toute la propriété intellectuelle et qui, à l'article 3, paragraphe 1, exige des États membres de mettre en place toutes les procédures qui permettent l'effectivité des droits de l'acquis communautaire en matière de propriété intellectuelle. C'est exactement ce que la France, ici, tente de faire. Et puis peut-être, juste pour conclure, pardon pour ce long développement, pour conclure, je dirais qu'on n'est pas seul
en fait, dans cette démarche. D'abord, on est très regardé, la France est toujours très regardée dans le monde parce qu'elle a toujours une ambition culturelle et c'est normal. On manque sans doute d'entreprises et d'infrastructures computationnelles. Il faut qu'on travaille là-dessus pour en avoir davantage, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on est très riche de culture et donc on a toujours une parole qui porte. Tout à l'heure, Jean-Philippe Mauchon vous a cité le rapport d'initiative d'Axel Voss, qui a été rapporteur de la directive de 2019, Digital Single Market, donc, qui est vraiment très au fait de toutes les discussions, et notamment de l'exception de text and data mining, etc., eh bien, dans ce rapport qui a été voté à une écrasante majorité par la commission jury, 17 voix pour, 3 contre, il y a une présomption d'exploitation. Donc, nous ne sommes pas complètement décalés. Encore une fois, ce sujet, cette PPL portée notamment par Madame la sénatrice Darcos, n'est pas une réaction française, un cadre européen, n'est pas une opposition française. C'est au contraire vraiment l'exécution loyale de ce que nous intime le droit européen. Merci Madame la professeure. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci pour ce développement. Il y a beaucoup de questions qui ont été abordées par le Président dans son introduction, sur lesquelles je ne reviendrai pas, puisque vous avez montré le caractère insatisfaisant de la réglementation européenne pour pouvoir concilier innovation et aussi respect de la propriété intellectuelle. Je voulais qu'on puisse quand même faire un point sur qu'est-ce que le test en 3 étapes et qu'appelez-vous la 4e étape du fair use. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce procédé ? Alors, le test en 3 étapes, c'est un instrument, c'est un filtre supplémentaire aux exceptions qui a été posé par la directive Société de l'information en 2001 et qui impose que les exceptions, à la fois quand elles sont adoptées par le législateur, mais aussi lorsqu'elles sont appliquées et donc évaluées par le juge, elles respectent 3 étapes. C'est pour ça qu'on dit le triple test ou le test en 3 étapes. L'exception doit rester un cas spécial. Elle ne doit pas porter une atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire concurrence à un marché qui pourrait justement exister sur l'œuvre. Et c'est là cette 2e étape qui pourrait porter difficulté, puisque on voit que des licences commencent à être passées, ce qui signifie qu'un marché peut exister, puisqu'on commence à avoir la preuve également que tous les modèles d'IA utilisent des œuvres. S'ils utilisent des œuvres, s'ils ne peuvent pas bénéficier de l'exception, alors c'est qu'un marché ici doit se créer. Un marché, mais dans d'autres conditions que dans les conditions actuelles, c'est-à-dire pas le marché sans autorisation et gratuit, mais le marché éthique et compétitif qui naît de la négociation. Et puis la 3e étape du test en 3 étapes en Europe, c'est qu'il ne faut pas que l'usage en question ou l'exception en question porte atteinte aux intérêts légitimes du titulaire de droit. Donc là, on peut aussi éventuellement s'interroger. Le test en 3 étapes, c'est un instrument qui, au départ, était plutôt un filtre au monopole d'exploitation et puis qui a vraiment changé de nature avec la directive de 2001, qui est vraiment rentrée dans le droit européen avec la directive de 2001, qui s'impose désormais donc dans toutes les législations de l'Union européenne, qui a été transposée dans le Code de la propriété intellectuelle à l'article L122.5 in fine. Et donc, toutes les exceptions qui sont dans le Code, sont les exceptions au droit d'auteur et au droit voisin, sont soumises au respect de ce triple test, tant dans l'existence même de l'exception que dans son application à un cas d'usage. Je fais le rapprochement, et pardon, c'est un rapprochement personnel qui n'est pas... voilà, qui n'est pas acté quelque part, mais dans une des décisions américaines, le juge dit qu'il faut faire attention à la quatrième condition du fair use, et la quatrième condition du fair use, c'est celle-là, c'est ne pas attenter à un marché, ne pas diluer le marché. Et le juge parle de risque de dilution du marché. Il ne faut pas que l'exception en fait empêche l'apparition d'un marché. Et le juge non seulement le dit, mais donne une sorte
reproche un peu à la partie en question de ne pas avoir fait cette démonstration et aide également à faire cette démonstration. Et je renvoie également à un document que je pourrais vous communiquer de la professeure Jane Ginsberg qui travaille sur cette question, qui est professeure aux États-Unis, spécialiste également de ces questions. Et on voit qu'ici, il y aurait peut-être une possibilité de fermer la porte du fair use, et le rapport de l'US Copyright Office en avait fait état. Et puis on voit que le test en 3 étapes pourrait aussi fermer peut-être la porte de cet usage-là de l'exception de fouilles de texte et de données. Ce n'est pas tous les usages, mais à l'usage, ici, il y a un risque qu'on ne passe pas l'étape du test. Merci pour cette explication. On avait déjà eu dans nos débats des références au test en 3 étapes, mais sans explication aussi claire que celle que vous devez donner. Vos propos questionnent l'existence et la potentialité d'un marché. On a aujourd'hui des licences contractuelles qui sont passées. Elles sont souvent entre un acteur de l'IA et un seul pourvoyeur de contenu. Je pense notamment plutôt aux médias. Qu'avez-vous eu comme connaissance des contours de ces licences contractuelles? Et par ailleurs, en termes de licences contractuelles, on pourrait la faire coexister avec ce que nous a proposé hier un think tank mené par Vincent L'Orphelin, qui est une redevance dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, qui pourrait être combinée avec les licences contractuelles. Alors, c'est assez neuf dans le débat public. C'est pas une licence obligatoire, mais ce serait une redevance comme celle qui permet de récolter, eh bien, c'est comme la SPRE, la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication publique des phonogrammes, et qui, en utilisant la similarité vectorielle, pourrait, à partir d'un contenu généré avec l'IA, voir quels ont été les contenus qui ont été utilisés pour générer l'IA. Donc, que pensez-vous de cette idée de redevance de l'IAG? Quelle est sa véritable compatibilité avec un marché libre de pouvoir passer des licences contractuelles? Et comme je le disais au début de ma question, c'est est-ce que vous avez connaissance des paramètres de licences contractuelles qui sont passées actuellement et quelles en sont, à votre avis, l'efficacité et les promesses? Commence éventuellement à propos des licences contractuelles. C'est intéressant parce qu'effectivement, on est tellement à la recherche de licences qu'on se dit ah oui, c'est intéressant, il y a un accord du monde avec OpenAI, l'AFP avec Mistral, et puis aux États-Unis, Disney a apparemment dealé avec OpenAI, et puis par ailleurs Universal Music avec Suno Audio, etc., etc. Et en fait, c'est intéressant, au fond. Est-ce que c'est des licences contractuelles ou est-ce que c'est des partenariats commerciaux? Du point de vue, à ma connaissance, du point de vue des opérateurs dont on parle, ils sont très très attentifs à l'appellation donnée et on est toujours dans une ambiguïté. C'est une situation qu'on a déjà connue, vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsque, avant l'article 15 de la directive européenne et l'instauration des droits voisins, on avait vu fleurir des partenariats commerciaux, on ne savait pas bien auprès de quel titre, mais on avait des acteurs de la tech et des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui entraient dans des accords, et très bien. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même vraiment une ambiguïté. Et puis l'ambiguïté surtout, c'est que fondamentalement, les accords dont on parle sont des accords qui reposent sur leur confidentialité. Donc on va être bien en peine de vous en détailler le contenu. Et par ailleurs, c'est des accords nécessairement, mais alors pour le coup, ce serait vrai aussi de licences contractuelles, c'est des choses très partielles, avec des asymétries, un certain nombre d'acteurs qui sont choisis pour des accords. Et puis enfin, dernier élément, ce sont des accords qui ont peut-être, qui apparaissent
typiquement, en France en tout cas, dans le domaine des contenus de presse. Pourquoi ? Parce qu'on a des modèles qui ont besoin de données nouvelles. Enfin voilà, tout ça se comprend très bien. Donc, autrement dit, tout ça est très intéressant. On aimerait tous en savoir beaucoup plus, mais en même temps, et c'est tout à fait important que ça existe. Et chaque fois que les acteurs des deux côtés parlent, tant mieux. Mais c'est difficile de dire que on a une solution dont on puisse parler beaucoup plus en détail à ce stade. S'agissant de la proposition de redevance, alors ça m'amuse parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion d'être président de la commission de la rémunération équitable qui fixait justement le tarif du webcasting. Donc effectivement, c'est un modèle tout à fait intéressant et on pourrait en citer d'autres, comme la copie privée, bien sûr, l'idée d'avoir une commission administrative composée à parité de représentants des deux secteurs intéressés, qui essaie, sous les auspices d'un représentant de l'État, de trouver un accord. Tout ça est très important dans certains secteurs et tout à fait sympathique dans son existence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on va régler le problème de l'IA avec la mise en œuvre du redevance ? Ça, c'est une autre affaire. Ça pose quand même beaucoup de questions. Je crois que dans l'état, tout à l'heure, je mentionnais l'état de sidération dans lequel on se retrouvait, et l'idée qu'on est en train de commencer à construire des choses. Dire aujourd'hui, on a la solution, et cette solution-là, elle dépend des paramètres qu'on va tous fixer. Moi, j'appellerais à beaucoup de prudence. Mais cela dit, c'est intéressant de voir que, je voyais typiquement en Inde, il y a un projet de licence légale, et avec l'idée qu'effectivement, il va falloir mettre en place des paramètres. Alors ça m'amuse parce que j'ai jeté un coup d'œil du coup au document qui avait été adopté par le gouvernement indien. Et alors il a en annexe une annexe de l'association de la tech indienne qui s'appelle NASSCOM, qui dit que pas du tout. Et c'est drôle parce qu'on était dans le rapport de force en Inde, apparemment. Pas regarder ça peut-être d'assez près, mais quand même, apparemment, quand on cherche un accord comme celui, enfin quand il y a une idée comme celle que vous évoquiez, eh ben, on a des acteurs pour dire oui, pourquoi pas, mais alors en revanche sans le petit morceau de rémunération qui était prévu. Voilà, donc tout ça pour dire que, évidemment, toutes les idées méritent d'être regardées, mais qu'en même temps, il faut avoir conscience qu'on se situe dans un débat vaste de long terme, des équilibres à trouver. Enfin, voilà, faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a aujourd'hui, en réalité, on parle de droits exclusifs. Et les rapports, notamment sur la rémunération, ont montré que voilà, il fallait les prendre au sérieux. Moi, j'ai vraiment pas grand-chose à ajouter sur ce qu'a dit Jean-Philippe Mouchon. C'est-à-dire que la question aujourd'hui est la question de l'effectivité des droits. Je veux dire, on va contourner la question de l'effectivité des droits en disant « Ok, on paye et puis c'est bon, tout va bien ». Je crois que c'est important de raisonner étape par étape. C'est le droit qui nous apprend ça. D'abord, commençons par restaurer l'effectivité. Lorsque l'effectivité des droits sera restaurée, les acteurs seront peut-être beaucoup plus enclins à négocier et le rapport sera beaucoup moins asymétrique parce qu'ils n'auront sans doute pas envie d'entrer dans des contentieux. C'est ce qu'on appelle l'effet prophylactique du droit, c'est-à-dire que le droit ne fait pas que sanctionner, le droit invite à adopter des comportements, il incite. Et cette présomption portée par Lord Arkos, c'est ça aussi, c'est inviter à la négociation lorsqu'un acteur sait qu'il y a un risque de contentieux pour lui, qu'il y a un risque, c'est long, un contentieux, c'est pénible, personne n'a envie qu'il y ait 80 contentieux en France comme il y en a aux États-Unis. C'est pas possible, c'est même pas dans notre ADN. Et donc l'idée, c'est que en incitant au respect du droit, eh bien nécessairement parce que les fournisseurs d'IA ont besoin des contenus culturels pour les performances de leur modèle, ils vont être incités à négocier et donc on va un petit peu rééquilibrer le rapport voilà, qui est aujourd'hui en effet très asymétrique, mais qui pourrait l'être moins grâce à l'effectivité des droits. Ce que je peux vous dire sur cette proposition elle-même, alors moi je n'ai pas apporté de jugement précis sur cette... Je sais juste que tous les acteurs de la culture qui ne soutiennent pas cette proposition, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont... C'est ce qu'ils m'ont partagé, mais après, je n'ai pas de
j'ai pas de vue beaucoup plus précise. Je m'interroge juste, je connais pas le mécanisme exact, hein, mais vous nous dites il y a une redevance, mais la redevance est assise sur quoi exactement? C'est-à-dire sur quel usage? Et puis il y a quand même des licences qui se développent, qu'on le veuille ou non, même si parfois on dit les accords commerciaux. J'imagine qu'ils n'ont pas été, qu'ils ont eu suffisamment de conseils juridiques. Moi, j'ai vu aucun des contrats, mais j'imagine qu'il y a une petite clause à l'intérieur propriété intellectuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On double paye le même usage? Enfin, comment ça s'articule exactement par rapport à ceux qui ont des licences ou des partenariats commerciaux, ceux qui n'en ont pas, ceux qui veulent en passer, ceux qui ne veulent pas en passer? Voilà, je ne sais pas comment ça s'articule. J'ai pas plus d'informations que ça sur le mécanisme juridique qui serait mis en place. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que le droit de propriété intellectuelle est un droit de propriété, c'est un droit exclusif, c'est le droit d'autoriser ou d'interdire. Le droit de propriété, c'est un droit fondamental. Lorsqu'on déroge au droit de propriété, on y déroge pour des raisons importante, c'est-à-dire l'impossibilité de faire respecter le droit, l'impossibilité de mettre en place l'effectivité de ce droit. Je veux dire, c'est pas juste la facilitation, c'est pas juste une facilitation, c'est vraiment une nécessité. Donc je pense que peut-être que dans quelques années, on se dira « Ah, c'est impossible, on est arrivé au bout du chemin ». Mais la première marche, c'est restaurer le droit. Une fois qu'on aura restauré le droit, si ce droit ne fonctionne pas, alors on pourra se dire quels sont les mécanismes dérogatoires. Mais dans cette attente, l'exclusivité reste le principe. Alors, le président m'indique que nous arrivons presque au terme de nos échanges, alors que je pense qu'on pourrait avoir des centaines de questions. Sur la proposition de loi qui pose la présomption d'utilisation des contenus et donc une inversion de la charge de la preuve, vous avez rappelé qu'il est du ressort des États membres de pouvoir assurer ce volet, c'est-à-dire vraiment le respect des droits, la directive de 2004. On a quand même des craintes exprimées par certains en disant que même si la France est très attendue et n'est pas isolée au niveau européen pour défendre la propriété intellectuelle, si demain nous avions cette mise en place, quels pourraient être les contournement possible ou le manque de confiance dans les partenaires français par la mise en place de cette spécificité française au niveau judiciaire. En fait, on sait très bien qu'il y a aussi, c'est un enjeu mondial, il y a des pratiques qui peuvent être mondiales par pays, à l'Europe, mais quand on a mis en place, et même s'il y a un effet prophylactique, comme il dit, c'est-à-dire qu'on dissuade ou on incite, quelles pourraient être éventuellement les conséquences première pour des acteurs français qui œuvrent dans le domaine de l'IA générative. Est-ce qu'on aurait moins de levée de fonds possible éventuellement? Est-ce qu'on irait davantage faire confiance à d'autres pays européens qui n'auraient pas dans leur système juridique interne cette possibilité de présomption? Alors, je ne suis pas compétente pour les levées de fonds. Voilà. Je me dis quand même que quand on ne respecte pas le droit évoqué comme argument la difficulté à opérer des levées de fonds, bon, je pense qu'il faut raison garder par rapport à ça. Ensuite, sur la présomption elle-même, d'abord, l'idée c'est que peut-être que cette présomption, elle va être portée au niveau européen et c'est un peu la direction qui semble être empruntée. Ici, la France ne serait donc pas dissidente, mais précurseur. Enfin, je renvoie au rapport du professeur Tristan Azzi, dans le cadre du CSPLA, sur la loi applicable. Il est tout à fait possible que nous ayons des contentieux en France, mais qui ne soient pas contre des acteurs français ou européens, qui soient contre des acteurs extra-européens, et auquel on appliquera le droit français. C'est tout, c'est toute la magie du droit international privé qui est parfaitement expliquée par le professeur Azzi dans son rapport et qui conclut à l'applicabilité du droit français. Bien, écoutez, nous allons devoir
nous séparer, puisque nous attendons d'autres personnalités pour une audition. Écoutez, il vaut mieux se séparer frustré de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout des questions, plutôt que de se dire qu'on est soulagé que ce soit terminé. Donc franchement, nous avons encore beaucoup de questions. Nous aurions encore beaucoup de questions. Merci beaucoup en tout cas pour les éclairages très précis que vous nous avez apportés tous les deux. Vraiment, ça a beaucoup intéressé la mission, la rapporteure. Moi, j'ai retenu l'effectivité, le retour à l'effectivité du droit. Ça, c'est tout à fait capital. Et le droit comme moyen d'ouvrir des négociations, d'ouvrir le champ de négociation, d'autant plus que les grandes plateformes, enfin les grands fournisseurs, vont avoir économiquement besoin de nouveaux contenus, sans quoi ce sera de l'auto, si je puis dire. Enfin bref, ça tournera en rond et avec un risque d'assèchement. Donc, d'une certaine manière, vous le dites, Monsieur 10-15 ans, les choses forcément vont se dégager et la PPL d'Arcos, de ce point de vue-là, ouvre des perspectives très intéressantes. En tout cas, merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.